Européens, compatriotes, camarades. À la fin du deuxième conflit mondial et après 2 guerres totales, l'Europe était à genoux. 2 grandes puissances, les États-Unis et l'Union soviétique, occupaient son sol et y imposaient leurs systèmes politiques et sociaux. Ces 2 super grands se faisaient face militairement des 2 côtés du rideau de fer qui s'effondra en 1989, suivi en 1991 de l'implosion de l'Union soviétique et du retour des pays de l'Est au sein de la famille occidentale. Les principes westphaliens sur lesquels s'étaient appuyés traditionnellement les États-nations européens, la souveraineté, la non-ingérence et neutralité idéologique, ainsi que l'équilibre des forces, en furent affaiblis. La bipolarité bouleversa radicalement les relations diplomatiques antérieures, car la rivalité entre les 2 blocs transforma les conceptions européennes de l'ordre westphalien en principe systémique de l'influence mondiale des 2 grands. L'Europe, divisée en 2 zones d'allégeance impériale, perdit la maîtrise de sa politique et son statut de puissance planétaire. La grande politique se faisait désormais ailleurs. La création de l'Union européenne consacra cette subordination et l'aggrava, car les débats ne portèrent plus sur l'essentiel, la paix ou la guerre, ou encore, comme le remarqua Henry Kissinger, sur les équilibres de stabilité, mais sur les aspects mineurs et subordonnés de la vie historique qui devinrent techniques, fonctionnels et dépolitisés. Chers compatriotes, l'ère de la pensée servile était née et avec elle la bataille idéologique pour la liberté de l'esprit. Elle se prolongea bien au-delà de la chute du mur de Berlin par l'asservissement intellectuel et médiatique de pans entiers de la culture européenne. Par ailleurs, le concept clé de souveraineté, singulier par définition, se transforma en son contraire, celui de la souveraineté partagée, obtenue par la logique du compromis à minima au sein du Conseil des chefs d'État et de gouvernement. Simultanément fut élevée à l'honneur de réflexions philosophiques une fiction trompeuse, celle de l'égalité des individus et des peuples, expression moderne de la pensée faible et de son corrélat politique, la notion de démocratie présentée comme la forme universelle du bon gouvernement des hommes, cependant qu'elle n'est que l'un des 3 régimes possibles décrits par Aristote. Naturellement, ces 2 transformations de la géopolitique et de la théorie furent adoptées par l'Union européenne comme piliers de son action interne et internationale. À la fin de la bipolarité, chers compatriotes, la réunification allemande modifia profondément l'équilibre européen et fit de l'Allemagne le pays le plus puissant du continent, doué d'une économie solide et d'une démocratie désarmée. Son leadership s'exerce aujourd'hui par le biais de l'Union européenne et la chancelière qui réunit les 2 fonctions de chef de l'exécutif allemand et d'inspiratrice de la gouvernance communautaire, est incapable d'assumer un rôle international au nom de l'Europe. La démonstration la plus grave de cette confusion de morale et de politique
de la part de Mme Merkel a été l'ouverture du continent à des vagues de migrants et de barbaresques qui a été le coup d'envoi de la dissolution de la famille européenne et de sa fragile intégration à l'image de l'empire de Charles Quint. Mes chers compatriotes, avec le Brexit, s'est ouverte la plus grave et la plus profonde crise de légitimité des institutions européennes et du processus d'intégration réalisé. Du point de vue des équilibres de puissance, a disparu la possibilité pour la France de contrebalancer l'Allemagne par un jeu de dissymétrie dynamique, car le Royaume-Uni a su maintenir l'essentiel de sa souveraineté et donc sa capacité de conception et d'action autonome, autrement dit, sa défense, ses frontières et sa monnaie. Pendant sa longue existence historique, l'Angleterre s'est battue grâce aux attributs les plus importants de sa souveraineté, son orgueil et sa fierté. Et ce furent ces deux attributs qui lui permirent de gagner la Deuxième Guerre mondiale face à une Europe occupée et asservie. La qualité de son personnel politique et de sa diplomatie poussent aujourd'hui sa politique étrangère vers les pays de Commonwealth et donc vers les 5 continents, la même où avait flotté jadis le drapeau britannique. C'est pour nous, chers camarades, un exemple à suivre et à ne pas vitupérer. Or, le déplacement du centre de gravité du monde vers l'Asie, continent aux souverainetés multiples, et le regard des pays de l'Est européen vers la Grande-Bretagne, un modèle de leur propre liberté politique et de leur propre indépendance souveraine, pèse sur les négociations de divorce sous forme d'une acrimonie sournoise de la part de l'Union. Le but en est de signifier aux dissidents internes à l'Union, essentiellement la Pologne et la Hongrie, le prix à payer pour réacquérir l'indépendance et la liberté d'action temporairement perdue. Chers compatriotes, cette attitude est délétère. Elle est indigne de notre confiance dans l'avenir et du respect que nous devons porter à nous-mêmes. L'Union européenne, qui s'est révélée incapable de conserver sa cohésion à cause de sa constitution hybride, de son inspiration cosmopolite et de sa structure bureaucratique, prend conscience aujourd'hui de l'impossibilité de créer les conditions d'une unité politique et d'un leadership responsable. De surcroît, elle est dans l'obligation de choisir entre un partenariat transatlantique et un rôle international d'acteur incomplet, dépourvu des attributs de la souveraineté, autrement dit, de la plénitude des pouvoirs nécessaires à protéger ses citoyens et agir dans un monde tumultueux. Au sein d'un système impitoyable, tous les acteurs majeurs de la scène mondiale disposent d'une structure de pouvoir qui leur assure une place dans la hiérarchie de puissance, supportée naturellement par la logique de la force, par l'équité et l'efficacité de leur action et par la légitimité de leur assise interne. Faut-il le rappeler que le but de la réforme de l'Union est de reprendre son rôle de puissance d'équilibre dans l'espace eurasien et d'interdire la constitution d'alliances défavorables à ses intérêts vitaux, puisque l'orientation multipolaire du monde inscrit l'Europe dans une tendance
constante à la compétition ou à la confrontation belliqueuse. L'absence d'une condition unitaire de la souveraineté est la cause principale de la désintégration de l'Union et le motif psychologique du retour des Européens au pouvoir protecteur et identitaire des États-nations. Patriotes et chers camarades, l'affirmation d'un ordre géopolitique pluraliste n'a guère motivé les oligarchies européennes à concevoir une politique étrangère de l'Union digne de ce nom. Celles-ci n'ont pas été capables d'agir sur la base d'un intérêt stratégique commun ou encore moins de mener une politique active nécessairement réaliste pour traduire le projet idéaliste d'ordre international en anticipation ou en fait accompli. Par ailleurs, aucun État n'a voulu ni a pu adopter le rôle de fédérateur de l'ensemble européen, comme ce fut le cas de la Prusse pour l'Allemagne ou du Piémont pour l'Italie. Ceci a conduit les Européens à des débats stériles sur des formules du style intergouvernementalisme ou communautarisme. Ainsi, en termes de perspective ou de rétrospective, l'Union a été constamment renvoyée à ces questions constitutives initiales, celle de savoir quelle part d'unité et quelle part de diversité institutionnelle pouvait lui permettre d'agir et de jouer un rôle sur la scène mondiale. Elle est restée empreinte en permanence de rivalités, de tensions et de crises internes jugées paradoxalement comme des facteurs de résolution des problèmes et d'avancées institutionnelles. Or, dans la situation de refondation et de recherche d'une nouvelle légitimité, l'avenir de l'Union n'a de choix, chers camarades, qu'entre trois options. Rechercher son unité d'action à l'intérieur de l'OTAN. Opter pour une réforme institutionnelle de type confédéral ou donner la priorité aux problèmes internes. La première option comporte une soumission permanente à l'hégémonie américaine, et cela sous forme de partnership transatlantique. La deuxième option doit permettre à l'Union d'assumer un rôle indépendant et de définir en toute autonomie de nouveaux équilibres internationaux. Cela pourrait signifier de se définir par rapport à des groupements d'États ou à des puissances extra-européennes, lui assurant une plus grande liberté dans la sauvegarde de sa survie et de l'avenir de l'ensemble européen. La troisième option, consistant à donner la priorité aux problèmes internes, devrait assurer aux pays membres la préservation de leur cohésion ethnique, culturelle et religieuse par la maîtrise d'une guerre civile latente entre projets de société et de culture opposées. Compte tenu de l'enjeu, de ce grand enjeu, l'Union devrait s'appuyer dans ce cas sur des nouvelles alliances. Ainsi, en situation de blocage institutionnel et en l'absence d'idées, l'Union se trouve encore, après 60 ans, à la croisée des chemins. Dans l'immédiat, le problème européen est virevolté entre un passé qu'elle cherche à surmonter et un sursaut collectif imposé par un renouveau de sa conscience historique. Or, Européens, compatriotes, camarades, ce renouveau ne peut venir que d'un bouleversement de la société et d'une confrontation radicale, mais aussi sanglante, entre pratiques de vie
et de civilisations antagonistes qui la travaillent en profondeur. À l'heure de cet accouchement douloureux, votre réveil, chers camarades, est décisif, car notre passé et notre avenir sont en cause. Debout, debout, camarades, le monde va changer de base. Debout, patriotes européens, sur notre avenir brilleront toujours le soleil et l'espoir pour le bien de notre continent et pour le bien du genre humain. Vive la renaissance de l'Europe, vive l'Europe des patries.